J'ai même pas besoin de parler, je le prouve sur le terrain. Ouais, on a reçu François Hollande, on a reçu pas mal de ministres, on a déjà reçu Elisabeth Borne d'ailleurs, aussi également. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. J'étais tellement espionnée par toutes les plateformes que je pense qu'il y a un impact. C'était un bad buzz avec Hugo Clément. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. Hello Sixtine. Salut Marion. Écoute, je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation. Très contente de te recevoir sur mon podcast Media Game. Déjà, première question, comment est-ce que tu vas ? Écoute, très bien, beaucoup mieux depuis que je te vois. Donc dès que je vois ton sourire, je vais toujours bien. Donc, ça elle est si mignonne. Très très contente. Ouais, c'est vrai qu'on s'est croisés pour de vrai à une soirée chez Blondie. Et c'est vrai que ça fait du bien en fait de voir des personnes avec qui tu as déjà échangé dans le digital et de les voir en fait en vrai, parce que oui, ce sont de vraies personnes. D'accord. Écoute, il y a plein de sujets que j'ai envie de traiter avec toi, mais déjà peut-être la première question que je peux te poser, c'est de te présenter, parce que probablement il y a des personnes qui ne te connaîtront pas et qui écouteront ce podcast. Donc je m'appelle Sixtine, j'ai 21 ans, j'ai fondé un média qui s'appelle Le Crayon depuis un peu plus de 3 ans maintenant, qui est le premier média de débat des jeunes. On fait des débats de société et politique, on reçoit tous les bords politiques à destination des 18-34 ans et on fait des gros débats de fond qui ont pour objectif de faire en sorte qu'un jeune qui regarde puisse se faire son propre avis ou même comprendre mieux un sujet. Et à côté, on a développé donc 2 agences. Une agence qui s'appelle Le Pinceau, qui est notre agence d'intelligence économique, en gros, e-réputation, d'influence, toutes les grosses actions coup de poing pour mettre en avant une marque ou une entreprise sur les réseaux sociaux. Et on a une autre agence qui s'appelle Le Surligneur, donc tu vois, pour rester un peu dans la gamme de la trousse, qui relations presse, mise en relation et développement du personal branding, où on écrit des posts LinkedIn. Donc voilà, c'est assez... Puis à côté, c'est très... qui est assez large, quoi. C'est énorme. Ouais. Non, mais t'as 21 ans et tu fais tout ça, c'est juste, c'est hallucinant, c'est hyper inspirant. Déjà en vrai, parce que t'es quand même très jeune, tous ces projets, tu les as montés notamment avec ton frère. On va pouvoir y revenir. Mais... On a 2 autres associés. Oui, et effectivement. Mais en gros, tu le fais aussi un petit peu en famille. C'est ça que c'est le point que je voulais mentionner. Comment est-ce que vous vous êtes mis en fait à monter justement Le Crayon et tous les autres projets qui gravitent autour ? Alors, à la base, moi, je suis quelqu'un qui suis passionnée de politique et les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler au lycée, c'était mes profs. Je me suis dit, ok, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. J'en ai parlé à Valran qui lui faisait déjà de l'entrepreneuriat, mais plus dans l'événementiel, donc rien à voir. Et en fait, Valran qui est ton frère ? Ouais, Valran qui est mon frère. Et en fait, on a jumelé 2 idées de faire un média de débat qui est neutre politiquement et qui reçoit tous les bords politiques. Et après, Jules et Antonin sont arrivés, on a lancé tout ça et puis voilà, aujourd'hui, un peu plus de 3 ans après, on s'est pas mal développé et puis ça me cartonne assez bien. Ouais, on a une très très grosse croissance et après on bosse beaucoup pour. Hein. Maintenant, on est un peu plus de 15 dans l'équipe. Donc voilà, non, franchement, c'est une belle aventure. On est assez fatigué, mais c'est une pour la bonne cause. Ouais. Et puis, là, on est vraiment sur... et puis juste, les 2 agences sont arrivées parce qu'à chaque fois, c'était des services qu'on avait rendus à des amis à des prix un peu médiocres, mais juste parce qu'on savait qu'on pouvait sûrement le faire. Et en fait, à chaque fois, c'est très bien passé avec des résultats hyper bons. C'est comme ça que les 2 agences sont nées, en fait, indépendamment l'une de l'autre, mais ça a toujours été par des services rendus à des potes, de compétences qu'on avait nous-mêmes apprises sur le terrain. Et donc, en fait, rien n'était jamais prévu à la base. On n'avait pas eu de business model, d'objectifs, de prévision, vraiment tout a toujours été en roue libre au début pendant longtemps et donc c'est pour ça que c'était assez marrant de voir maintenant l'évolution un peu plus de 3 ans après parce que rien n'était prévu. Et peut-être viens, on va repartir aux prémices et même avant ça. Nous toutes les deux on a un point en commun, c'est que on a toutes les deux des parents divorcés et ça nous a toutes les deux affectés à une manière différente, disons. Moi, les miens, ils se sont séparés quand j'avais 3 ans, et c'était assez dur. Mais toi, les tiens, ils se sont séparés quand tu avais 7 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Bonne mémoire.
Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, à ce moment-là? Parce que tu vois, moi, à 3 ans, en vrai, tu captes pas trop. Ça a forcément un impact sur ta vision des choses, sur comment tu ressens. Mais tu vois, à 7 ans, tu es déjà un petit peu plus développé. Effectivement, oui, non, ça a clairement eu un impact, ça c'est sûr. Moi qui à la base était un petit monstre un peu plus jeune, j'embêtais beaucoup mes frères assez durs et pas trop sensibles. Bah, je suis devenue quelqu'un d'hypersensible, qui était drivé par mes émotions. Enfin, ça m'a beaucoup détruit ce qui s'est passé. Mais pour mieux se reconstruire, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que ça a été très dur. J'ai pris beaucoup de poids. J'avais ce sentiment de l'abandon constant parce que bah, mon père était parti, donc l'impression que ça allait arriver à nouveau avec toutes les personnes que je côtoyais. Donc c'est vrai que je me suis pas beaucoup plus rapprochée de mes frères et de ma mère, bien sûr, mais aussi de mes frères. Et donc c'est pour ça que pour nous, avec Valran, c'est facile aujourd'hui de travailler ensemble parce que ce qu'on a vécu plus jeune, et il y a des choses 10 fois pires que des parents qui divorcent, bien sûr, mais ça nous a tellement rapprochés qu'aujourd'hui, Mm. en fait, on a réussi à avoir cette relation un peu de jumeaux où on se comprend, on se connaît par cœur, et donc ce qui fait qu'on arrive très bien à travailler ensemble. Et puis, ce qui aussi, moi, m'a fait autant apprécier le côté de l'intelligence sociale, un peu la santé mentale, enfin tous les sujets que je traite pas mal sur mon propre personal branding, plutôt sur Insta, mais qui sont des sujets en fait qui sont devenus un peu naturels avec ce que j'ai vécu, de essayer de bah j'étais tellement hypersensible et sensible que j'ai dû en fait moi-même essayer de comprendre comment j'étais, pourquoi j'étais comme ça, et ce qui m'a fait en fait beaucoup travailler sur moi et en fait et comme à la base je suis quelqu'un de hyper empathique, ce qui fait que j'arrivais à Mm. comprendre bien les gens, et avec le fait d'avoir pas mal travaillé sur moi, ça faisait que je suis devenue assez passionnée par ce genre de sujet. En fait, je trouvais ça hyper intéressant de d'arriver à se comprendre soi-même, de quoi on est capable, et je trouve que c'est d'ailleurs la meilleure des manières pour être le plus productif et réussir à trouver notre voie le plus vite possible en fait. Donc Ouais, bien sûr. Tu parles d'hypersensibilité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? bah, je sais pas trop quoi dire de plus. Enfin, moi, je sais que le fait d'être hypersensible a été, enfin, c'est ta meilleure qualité généralement et ton pire défaut. Meilleure qualité parce que t'es quand même hyper dans l'humain. Toutes les Mm. relations que tu entreprends et tout ce que tu fais, tu dois y avoir ce côté émotionnel et ce côté humain dedans, sinon tu n'apprécies pas et tu n'arrives pas à autant être investi dedans. Tu es juste Mm. complètement drivé par tes émotions. Mais tu as aussi beaucoup de côtés négatifs parce que si tu ne contrôles pas ça, ça fait que tu peux devenir assez vite dépendant affectif. Tu peux avoir peur de l'abandon, tu peux pleurer pour un rien, on peut te faire du mal très facilement. En tout cas, si c'est quelqu'un enfin, avec qui tu as des relations assez intimes parce que tu peux en fait être blessé très vite. Donc en fait, c'est génial pour le business aussi parce que du coup, tu comprends bien les gens, tu t'adaptes facilement à eux et c'est même pour nouer des liens avec les gens. Mais après, ça peut être très compliqué aussi si tu ne sais pas manager tes émotions, ce qui a été mon cas pendant longtemps. Mais l'hypersensibilité aujourd'hui, c'est ma plus grande force, très clairement. Mais d'ailleurs, moi, je suis même triste pour les gens qui ne le sont pas. J'ai l'impression qu'ils ratent des choses géniales de la vie, comme c'est con, mais moi, quand j'écoute une bonne musique, ça me fait triper Ouais, hyper joyeuse, ouais. comme une malade. C'est-à-dire que moi, dans la rue, je me mets une bonne musique, je marche dans la rue, mais d'un coup, je pars dans des imaginations, une créativité incroyable parce que la musique me fait beaucoup d'effet, parce que du coup, je suis aussi hypersensible des sens, qui est souvent très lié. Donc, comme une Ouais. odeur, un beau paysage, enfin, moi, c'est des trucs, ça m'aide vachement au quotidien, même pour le boulot, parce que ça développe une créativité énorme en moi et surtout, ça m'apaise, mais énormément. Et donc pour moi, c'est pour ça que les gens qui ne sont pas du tout hypersensibles ou qui ne sont pas forcément, enfin, qui comprennent pas autant ça que moi, en fait, je suis même triste pour eux à la fin parce que j'ai l'impression que c'est eux qui ratent plutôt des choses que moi qui aurais dû être peut-être un peu plus dur, tu vois. Donc bon. Mm. Et cette hypersensibilité, tu l'as détectée toute seule rapidement ou tu vois, quelqu'un t'a fait rendre compte de ce potentiel que tu avais, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est une caractéristique que tout le monde n'a pas forcément, l'hypersensibilité. Donc voilà, petite question. Tout le monde me disait, mais t'es hypersensible, tout le monde me le disait, moi j'étais non, pas du Ok. tout. Non. Moi j'ai jamais été très croyante de tous ces trucs de tests, de médecins qui te disent un truc. Non, en fait, quand quelqu'un est hyperactif, il s'en rend bien compte. Quand quelqu'un est surdoué, il Mm. s'en rend bien compte. Quand quelqu'un est HPI, qu'importe. Enfin, tu t'en rends bien compte au bout d'un moment. T'as pas besoin d'un médecin avec un X et enfin avec un énième test qui va te dire ça. C'est n'importe quoi. Mais non, moi tout le monde me le disait et en fait je l'ai bien. J'ai rencontré tellement de gens qui étaient vraiment eux, bah, pour le coup, qui étaient vraiment certifiés hypersensibles. Et même quand je me suis beaucoup renseignée, j'avais l'impression de me lire dans ce que Ok. je voyais ou dans ce que j'écoutais. J'avais l'impression de me voir en fait dedans. C'est là où je me suis dit oui, c'est évident. Après, c'est pas forcément. T'en as qui vont voir ça comme quelque chose de génial, t'en as qui vont voir ça comme quelque chose de très négatif. Moi, j'en ai fait une force parce que c'était ma plus grande qualité et mon pire défaut, donc j'essayais d'en faire qu'une force et pas du tout un défaut. Mm. T'en as De qui toute façon, ça fait partie de toi, hein.
ça fait partie de moi. Mais t'en as qui te diront, non, mais heureusement que je suis pas hypersensible. T'en as qui te diront, je suis hypersensible et c'est horrible. Enfin, il y a de tout. Moi, je pars du principe que moi, je suis quelqu'un qui suis hyper positive et optimiste. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte que tout ce qui peut Mm. être négatif, je le transforme en force. Mais après, c'est encore une fois, ça dépend aussi des caractères et des gens. Mais, donc voilà, moi, c'est ma plus grande qualité, c'est d'être comme ça. Mais, Mais c'est par vrai que tu es contre, très, très positive. ouais, Très très. Oh, positive. Et j'adore, mais quand on te rencontre, tu es très bonne vibes, tu vois. On se recharge d'énergie avec toi. moi, j'aime bien, je trouve ça trop con. Le monde est déjà tellement compliqué et la vie est tellement, tellement pas facile parfois que si en plus t'es pessimiste, putain, ah vache, tu vas pas être heureux dans ta vie, quoi. C'est clair. Donc bon, Et toi, d'ailleurs, c'était quoi ton rêve quand tu étais gosse? c'était de devenir président de la République ou la première femme sur la Lune. Ah ouais? On d'être astronaute, ouais. J'ai T'avais déjà... toujours mon rêve hein, d'aller dans l'espace. Pas forcément Ok. astronaute, mais plus tard, j'aimerais beaucoup pouvoir réussir ma vie et travailler des heures et des heures plus que la majorité des gens pour pouvoir un jour peut-être réussir à m'offrir un voyage dans l'espace. Moi, c'est mon plus grand rêve. C'est Quand tu dis réussir ta vie, tu le dire d'avoir les caractérises moyens par quoi? un jour de m'offrir quelque chose qui coûterait un prix débilement cher pour aller dans l'espace, quoi. Ça arrivera à ma mort que ce soit possible d'ailleurs. Je suis sûre, mais ça existe déjà. C'est pas vraiment des vrais voyages complets dans l'espace, ou alors si, mais ils ont pas encore commencé. Mais moi, c'est un truc que je veux pas mourir sans être allé dans l'espace. Enfin, j'aimerais pas. C'est vraiment. C'est fort. Ouais, je sais pas, je trouve ça hallucinant psychologiquement de se dire, on a l'impression que le monde entier, il y a pas plus loin que ça, que notre monde à nous, que la planète Terre, il y a pas plus loin que ça. Et en fait, quand tu es dans l'espace, tu réalises que, en fait, tu fais partie d'un tout, qu'on arrive à s'imaginer, on arrive à le comprendre, à le voir, mais en fait, je pense que tant que tu le perçois pas de tes propres yeux, je pense Tu te qu'après, rends pas réellement compte. ouais, je pense que même tu vois même le monde très différemment après. Ça doit être assez marrant. Ok. Et présidente de la République. Ouais, mais ça parce que je suis passionnée de politique. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu être président de la République. J'ai toujours été après une vraie leaduse, hein, que ce soit dans ma vie privée, même quand j'étais au lycée ou au collège. Tu vois, j'ai été déléguée de classe, représentante des élèves, représentante du bal. Enfin, j'ai toujours adoré Je ça. t'imagine, mais parfaitement bien. J'adorais ça. En plus, j'étais l'élève qui était méga proche des profs parce que je m'entends très bien avec des gens beaucoup plus âgés que moi, qui étaient quand même plus matures que la majorité des gens très jeunes, parce que j'avais des frères, une mère qui m'a toujours beaucoup poussée, mon caractère un peu de fonceuse aussi qui aide là-dedans. Donc j'ai toujours adoré aller plus vite, pouvoir aider, conseiller les gens, leur apprendre des choses, montrer la voie, prendre des risques et que forcément, comme j'étais passionnée de politique, je m'étais dit bah tiens, je vais devenir président de la République. Après aujourd'hui, avec plus de recul et quand je vois à quel point c'est très dur, enfin dans le sens de mon avis, tu as une vie atroce quand tu es dans la politique. Tu passes Mm. plus ton temps à devoir te justifier de ce que tu fais, tout le monde te critique, tout le monde te déteste. Euh, il y a tout le temps des trucs qui sortent sur soi, enfin c'est de l'enfer quoi. Pour moi c'est un grand respect que j'ai envers les politiques, qu'importe le bord. Hein. Je parle vraiment en tant que fonction parce que tu dois pas avoir une vie vraiment facile, quoi. Donc je pense qu'ils sont T'en as... tellement amoureux du pouvoir que ils acceptent ça. Hein. Je pense que tu deviens complètement matrixé par le pouvoir, mais Mm. euh, Vous en avez déjà interviewé des présidents de la République sur le crayon? Je sais ouais, que vous avez interviewé pas mal de personnes politiques, on a mais reçu François Hollande, ouais. Ouais, on a reçu François Hollande. On a reçu pas mal de ministres. On a déjà reçu Elisabeth Borne d'ailleurs aussi également. ouais, On a récemment, hein, reçu- il me semble. Ouais, enfin non, on l'avait reçu non il y a un an ou un an et demi, je sais plus. Mais on va sinon peut-être bientôt la re-recevoir maintenant. À l'époque, elle était pas première ministre. Ok, Mais non, là, non, à mon avis, la chose à laquelle tu fais allusion, c'était Valran qui était allé voir Elisabeth Borne à l'Élysée, mais c'était pas c'est lié ça. enfin, c'était lié au Au crime. crayon? Ah, ok. Ok, ok. Ça marche, j'avais pas compris ça aussi. Ok. Oui, on a bien sinon reçu plein anciens premiers ministres, on a déjà reçu des ministres, on a déjà reçu un ancien président, c'est assez marrant. Moi, j'adorerais recevoir Macron parce qu'il est président actuel et que personne n'arrive à l'avoir et qu'il donne aucune interview et qu'il fait rien. Mais moi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, juste à titre perso, je suis admirative, je suis admirative de quelqu'un qui a réussi à se faire élire président. Et ça aurait été Marine Le Pen, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Macron, enfin n'importe qui, genre, en tous les cas, bravo, parce que se faire élire par des millions de gens, c'est pas quelque chose Hmm. d'évident. Et donc, quand même, un grand respect pour en être arrivé là, quoi. Enfin, c'est pour ça que moi, c'est un domaine, vraiment, ça me fait matrixer la politique. Et Non, pas mais je pour être comprends. dedans, juste de l'extérieur. Très bien. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. De toute façon, c'est vrai que quoi qu'il en soit, on a toujours des choses à apprendre et des différents univers, tu vois. Même
en vrai, quand tu y regardes de plus près, au niveau de la politique, il y a beaucoup de marketing, de communication, et c'est moins direct que quand tu penses à du marketing, je sais pas, pour une marque e-commerce. Pour autant, les stratégies derrière, elles sont quand même assez similaires. Ouais, mais bien sûr. Ah, complètement d'accord. Donc ça, c'est un très bon point. Toi, c'est vrai que de ton côté, en parlant un peu de communauté, alors il y a le crayon, mais toi, tu as aussi travaillé ton personal branding, tu es très présente sur Instagram. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je t'avais découvert, via un de tes réels, parce que tu postes pas mal de contenu. Euh, à quel moment tu as décidé de travailler ton personal branding? Est-ce que c'était avant ou après la création du crayon? C'était il y a un an. Il y a un an pile. Parce que on a vite compris que en fait aujourd'hui t'es pas tellement dans un jeu de business, dans un game de qui fait le plus vite de l'argent, quoi que ce soit. En fait, t'es dans un game de communauté. Et en fait, nous on Et part du principe que faut bâtir une communauté pour ensuite faire un business autour de ça et pas l'inverse. On est convaincu de ça. On est convaincu de ça. Et en fait, moi, c'est Jules qui avait ouvert la voie en disant, bah allez, je vais me lancer sur les réseaux. En même temps, c'est le copain de My Better Self, donc Louis Aubéry, qui a beaucoup d'abonnés. Donc en fait, il était plus facile pour lui de s'y mettre parce qu'il avait sa copine qui vivait ça au quotidien, donc il savait ce que c'était. Et Jules, ça a très bien pris, très vite. Ça a très bien marché. Donc je me suis dit, bon bah allez, moi je m'y suis mise quand même vraiment 4 5 mois après lui. Et en fait, j'ai très vite pris. Genre au bout d'un mois, j'ai gagné, enfin j'étais quasiment à, ouais, à 15 000 abonnés au bout d'un mois, parce qu'il y a un moment, un réel t'es- qui a explosé. ah oui, non, c'est ce que j'allais te demander. T'avais mis quoi en place comme stratégie? Est-ce que J'avais, t'avais focus full réel en fait non, je m'étais juste dit, il faut que je trouve un domaine dans lequel je suis passionnée, où en fait au début j'ai pas besoin de faire trop de recherche de contenu pour réussir à pouvoir parler de ça, pour pas que ça me fasse perdre trop de temps, parce qu'au début évidemment t'as pas beaucoup de résultats, donc en fait tu peux vite perdre espoir. Donc j'avais pris l'intelligence sociale, un peu de la séduction, parce que c'est quand même ce qui marche, et c'est quand même des... Tellement de gens s'y connaissent très peu sur un sujet qui concerne autant l'être humain, donc je m'étais dit, allez, c'est facile. Euh, et puis du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos, et puis au bout d'un moment, même moi, j'apprenais comment faire au fur et à mesure, parce que tu regardes même quand ma première vidéo, elle doit être encore sur mon compte Insta, si tu redescends tout en bas. Ça n'a rien à voir par rapport à aujourd'hui, même moi, je n'ose plus les regarder. Et puis un jour, il y en a Qu'est-ce que t'as fait? Quel a été ton déclic justement quand tu as lancé cette première vidéo? Comment est-ce que tu t'y es prise? Alors, ok, tu as choisi un sujet que tu maîtrisais déjà pour justement gagner du temps au niveau des recherches, mais concrètement, est-ce que tu as juste pris ton téléphone et tu t'es prise en selfie et t'as parlé? Est-ce que tu as fait un peu de montage? Bah, en fait, j'ai juste pris mon téléphone. Et puis après, bah, j'ai commencé à me filmer. J'ai monté sur CapCut, ça montait automatiquement la vidéo quasiment. Enfin, en fait, j'ai fait tout en roue libre, tu vois. Donc, Ok. c'est vraiment comme ça s'est fait comme ça. Il n'y avait pas de suite. Vraiment, encore une fois, en roue libre, rien n'était prévu. J'avais pas fait de calendrier, de machin, etc. Enfin, c'était vraiment. Et après, tu t'y prends assez vite. Enfin, tu commences à bien aimer ça, etc. Blondie a été l'un des premiers d'ailleurs à checker ce que je faisais. Et à l'époque, je crois que je le connaissais même pas. Ok. Si, on voyait qu'il en était de vue, mais je le connaissais pas du tout aussi bien que maintenant. Et à l'époque, il m'appelait Docteur C'était Love. quoi ces retours? Bah, lui, il adorait, ça le faisait Docteur Love. marrer. Oh, Ouais. j'adore. Non, mais j'adore qu'il adorait mes vidéos, ça le faisait marrer, mais c'est pour ses blondis, tu vois. Dès que tu parles de love, de relations sociales, humaines et tout, il aime bien ça, c'est totalement lui d'ailleurs comme personnage. Et puis il m'avait vachement poussé à continuer, et donc je m'étais dit, allez, je continue, puis en fait un jour ça a explosé, et puis après tu deviens accro. Le jour où tu gagnes beaucoup d'abonnés grâce à une vidéo, tu deviens accro. Parce que tu te dis, putain, m'emmerde à faire des vidéos depuis X temps qui en fait intéressent vraiment les gens, ça peut apporter des choses, ça peut vraiment aider Hmm. quelqu'un. En plus, toi, ça ne prend pas non plus autant de temps que de faire ça, et forcément, le réseau social fait que tu deviens toi-même accro. Donc en fait, c'est génial. Quand tu t'es lancé, c'était quoi ton rythme de publication? J'essaie de faire tous les jours. J'essaie de faire tous les jours, mais Ah oui, ok. au moins 4 5 fois par semaine. Mais donc, bon. Donc, ouais, il y avait pas. Je me rappelle plus si je postais vraiment. Je postais. L'idéal, c'est de poster tous les jours. Après, je sais que je postais Ouais, beaucoup, bien sûr. mais parfois, après, je postais beaucoup, mais après, il y a des périodes où je postais plus pendant 3 semaines parce que plus le temps, machin. Même là, ça fait, je crois, 10 jours que j'ai pas posté. Je poste des réels, mais c'est des réels cross-post de podcasts que j'ai fait, donc c'est plus des réels d'intelligence sociale. Alors que j'ai déjà les sujets en réserve, hein, j'ai juste à les tourner, donc c'est rapide. Mais en fait, Hmm. parfois, au moment où je suis en mode, allez, je m'y remets. Et en fait,
pas la flemme, mais t'es en mode c'est pas la priorité, il y a d'autres choses à faire et en fait, du coup, tu le fais plus. Mais bon. Et d'ailleurs, tu parles d'une vidéo qui a complètement explosé. Est-ce que tu as réussi, avec un peu de recul, à expliquer justement pourquoi elle a explosé, elle, et pas les autres? Parce que la valeur ajoutée qui était dedans était vraiment un très bon conseil. Très bon conseil qui C'était quoi comme conseil? c'était comment aborder un événement quelqu'un, mais pas forcément aborder dans le sens draguer, juste réussir à parler à quelqu'un sans que ce soit trop gênant. Et j'avais Ok. été le conseil de quand tu as un événement où en fait tout ce qui n'est pas non plus concert ou un truc qui fait que les gens peuvent venir n'importe comment, genre une soirée, un événement, un truc vraiment pas non plus avec trop de gens, tu vas voir quelqu'un et tu lui dis bonjour, on n'a pas été présenté, je m'appelle Sixtine et toi. Ce qui fait que la personne en fait ça renvoie l'impression de je connais tout le monde ici sauf toi. Du coup, c'est normal que je te pose la question. Je suis même assez apte à te poser la question socialement parce qu'en fait, j'ai l'impression, enfin voilà. Et le mec en face ne sait pas si tu connais tout le monde ou pas, ne sait pas en fait si tu l'as déjà croisé ou pas, donc en fait le prend forcément bien et en fait la discussion commence très facilement comme ça. Et en fait je l'avais fait avec directement comment aborder quelqu'un à un événement, j'avais fait une bonne phrase d'accroche, j'étais habillée un jour, j'avais pas mal de couleurs, derrière moi il y avait un beau fond, enfin tout avait été fait en sorte que le fond et la forme y étaient et donc ça avait pété. Donc, voilà. Au moment où tu l'as tournée, tu savais qu'elle allait péter ou Non, non, tu t'en es rendu compte après coup? à ce moment-là j'en avais aucune qui avait encore pété comme ça, donc je savais pas. Mais ça m'a pas étonnée quand elle a pété. Donc, Et maintenant, tout le contenu que tu publies, est-ce que il perce toujours autant ou c'est des petits, j'allais dire des non, ratés, mais c'est pas tellement ça, plutôt des contenus qui prennent un peu moins bien? il y en a où je sais déjà à l'avance s'ils vont péter ou pas. Je le sens. Il y en a un, tu vois, j'ai fait comment aborder dans l'avion. Au moment où je l'ai publié, je savais très bien qu'il pèterait. Euh, Comment aborder dans l'avion? Ah, mais ouais. attends, c'est pas une. Ah, mais t'en avais fait une story aussi d'un mec qui t'avait parlé dans l'avion, non? Ça, c'était mon réel, justement. C'était Ah, ok. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était une story. Ok. parce que moi, les comment aborder, que ce soit dans un bar, à la plage, machin, ils ont toujours très bien pris. Et en plus, parce que je donne des vrais conseils qui sont profondément activables dans le sens où soit on me l'a déjà fait, soit c'est m'est déjà arrivé de le faire, donc je sais que ça marche. Je donne jamais de conseils où tu le fais, ça marcherait pas. Ou en tout cas, ça dépend évidemment des circonstances, évidemment. Mais moi, c'est toujours été des conseils que soit on m'a déjà fait et je trouvais ça très fort, soit que j'ai déjà fait à des gens. Parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt que je le fasse. Après, parfois, il y a des réels que je fais je sais qu'ils vont pas énormément percer. En revanche, je sais qu'ils vont être très 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 qualitatifs, donc peut-être qu'ils vont pas du tout être autant vus que les autres. Par contre, ils me rendent entre guillemets plus crédible. Et donc Hmm. cette strate de pas toujours penser qu'au vu, que à faire des buzz, parce que moi je veux pas être très suivie et être très connue, mais pour avoir une image d'une fille teubée qui fait que des conseils en séduction, alors que c'est pas du tout ce que je fais et qu'en plus ça me prend 5 minutes à faire et que je m'en fous, tu vois. Que oui, je fais ça pour aider les gens et que c'est marrant et que voilà, mais en fait c'est pas du tout moi. Donc dans le sens c'est pas tout ce qui m'en présente le plus. Donc parfois je partage Hmm. pas mal de contenus je sais qu'ils ne marcheront pas du tout aussi bien, mais qui m'en présentent beaucoup plus comme des réels avec des podcasts, entrepreneuriat, etc. qui me correspondent quoi. Donc Parce que finalement, tout le contenu que tu crées sur ton compte personnel Instagram, c'est du contenu qui n'est, entre guillemets, pas monétisé ou que tu ne monétises pas. Disons que ça aide plus au rayonnement de ta boîte. oui, exactement. Bah, parfois, je fais des collaborations avec soit des projets, soit des marques que vraiment je trouve pertinentes et que ça me dérange pas de les mettre en avant parce que j'aurais pu totalement être cliente ou je suis alors cliente de ce qu'ils font. Donc ça, oui. J'en fais pas tant que ça parce que je refuse beaucoup. Je veux pas avoir cette image de, enfin, j'ai pas besoin de ça pour vivre et donc je veux garder ce truc jusqu'au bout de, je fais ça pour mon compte Insta quand même pour développer mon personal branding, mais aussi aider les gens, pas pour me faire de l'argent Mhm. dessus. Mais sinon, non, je ne gagne pas de l'argent à publier moi-même mes propres réels comme ça. Je pense qu'un jour, ça va devenir comme TikTok où ils te rémunéreront pour tes réels. J'en suis sûre. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On parle de ton compte Instagram, mais est-ce que tu développes d'autres réseaux sociaux? LinkedIn, ouais, à fond. LinkedIn, t'es très présente aussi, hein. J'adore LinkedIn. Et J'aime. j'imagine que tu as une ligne éditoriale un petit peu différente, un positionnement finalement qui est différent, peut-être un petit peu plus sérieux, la Sixtine présidente. À la vraie LinkedIn, surtout. Enfin, l'autre, c'est moi aussi, mais c'est beaucoup plus moi sur LinkedIn que sur Insta, dans le sens, ça me représente beaucoup plus au quotidien, de ce que je pense, de ce que je fais, sur quoi je travaille, mes objectifs, etc. Là où Insta, c'est plus du divertissement et des choses qui me passionnent, mais pas passionnent dans le sens pro, plutôt dans le sens perso. Là où LinkedIn, c'est vraiment, j'adore LinkedIn en fait, parce que
parce que tu peux réussir à percer à percer sur du contenu profondément intéressant, qualitatif et qui apprend des vraies choses utiles aux gens pour le business. Et ça, je trouve ça hyper fort de réussir à percer sur ça, en fait. Je trouve ça hyper agréable psychologiquement, de pas percer sur quelque chose de débile. Très agréable. Parce que du coup, tu communiques sur quoi? C'est quoi ta ligne éditoriale sur LinkedIn? Comment tu t'y es prise d'ailleurs? Alors, ça a commencé juste en écrivant des posts comme ça, rien de fou. Je m'y suis mise il y a pas très longtemps, hein. Je me suis mise en novembre ou octobre dernier. Au début, je postais pas tant que ça, et c'est vrai que j'avais des très bons résultats très vite. Et au début, je postais que sur des bonnes nouvelles avec le crayon, rien de plus. Okay. Et après, j'ai commencé à poster des petits trucs de savoir-faire, parce qu'on a quand même, dans l'agence Le Surligneur, on a quand même une partie où on écrit des posts LinkedIn pour nos clients. Donc, il y a beaucoup de choses que je connais sur LinkedIn en interne, beaucoup d'astuces. Je sais exactement comment faire en sorte qu'un post pète, parce que c'est mon métier, donc j'ai beaucoup pensé ça et travaillé ça. Donc, en fait, après, j'ai commencé à partager des choses qui me tiennent vraiment à cœur, que le côté faire en sorte que les gens prennent plus la parole, parce que moi, ça a changé ma vie et que je trouve que c'est une clé essentielle. Parler pas mal d'entrepreneuriat féminin, quand même, parce que ça reste... il n'y en a pas non plus beaucoup qui font l'entrepreneuriat en tant que femme et qui disent la parole. Et puis après, des tips sur le personal branding, parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes dans l'entrepreneuriat. Donc, tu disais que tu savais exactement ce qu'il fallait faire pour qu'un post sur LinkedIn perce. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il y a plein de petites astuces, mais déjà, outre le fait d'avoir un post qui a un bon fond, dans le sens, tu lis le post, t'en apprends quelque chose, ou ça te touche, enfin, ça te sécrète n'importe quelle émotion. Il y a le côté de la forme qui est hyper important sur LinkedIn, dans le sens d'avoir une bonne phrase d'accroche, sauter des lignes, avoir un texte épuré, entre 1000 et 1500 caractères, quelques petits smileys, pas mettre de lien de redirection dans le post, mais le mettre dans les commentaires, toujours poster le matin, de préférence en jour de semaine, c'est-à-dire entre 9h et 10h, enfin, plein de petits tips essentiels comme ça, que déjà, si tu fais ces tips-là sur un bon post, tu verras que tes stats, si avant tu ne le faisais pas, tes stats vont déjà drastiquement changer, alors que tu n'as changé pas grand-chose non plus. Mais c'est des codes sur la plateforme, en fait. C'est pareil, pour Insta, tu connais les codes, ça marche différemment. TikTok, c'est quand même très compliqué de comprendre les codes de TikTok. Je pense qu'ils ont un algorithme un peu casino, un peu aléatoire, ils font exprès d'ailleurs. Donc c'est plus compliqué, mais... Ils font beaucoup de tests aussi. Sur LinkedIn? Sur TikTok. Oui, mais TikTok, c'est vraiment ils ont un algorithme qui pousse les gens à publier dans le sens où, en fait, ils te donnent une récompense aléatoire. Ce qui fait qu'en fait, tu ne t'arrêtes jamais de publier parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas être récompensé. C'est une autre stratégie. Là où Insta, c'est la régularité. Là où LinkedIn, c'est si tu connais bien la plateforme, qu'importe si tu postes ou pas beaucoup, ton post pètera. C'est assez différent, en fait. Mais et en fait, ils ont tous... Moi, à l'époque, je pensais qu'ils marchaient tous pareil, les réseaux. En fait, ils ont tous leurs canaux différents, ils ont tous leurs algorithmes, ils ont tous leur intelligence artificielle. Tout est fait en sorte pour te rendre accro et faire en sorte que tu restes, mais en fait, ils l'ont tous fait d'une manière différente pour, à mon avis, toucher des cibles différentes, en fait. Et c'est assez intelligent. Et toi, aujourd'hui, en étant présente à la fois sur Instagram et sur LinkedIn, est-ce que tu vois l'impact que ça a sur le crayon? Tu vois, j'imagine qu'en prenant la parole sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes qui te découvrent, qui découvrent le crayon, qui découvrent ce que vous proposez comme service et qui, in fine, deviennent clients sur un laps de temps plus ou moins important. Alors que sur Instagram, étant donné que tu travailles davantage ton personal branding, tu vas toucher des personnes pas forcément en direct pour du business, mais avec le temps, tu vois, tu vas rester vraiment top of mind, les gens vont avoir de l'affection, entre guillemets, tu vois, pour toi. Et donc, le jour où ils auront besoin du genre de services que vous proposez, feront appel à vos services. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Surtout que l'avantage du personal branding, c'est qu'en fait, t'as plus besoin, quand après tu te retrouves en call ou en rendez-vous avec le client, t'as plus besoin de lui prouver que t'es bon. Il est là parce qu'il en a déjà conscience. Et donc, en fait, ça change complètement ta manière d'aborder les choses, mais vraiment à un point très élevé. C'est-à-dire que moi, que je me retrouve à des calls avec des clients, mais en fait, je ne cherche pas à les convaincre de bosser avec moi. S'ils sont là, c'est qu'ils ont déjà quand même un doute sur le fait qu'ils sont quand même déjà assez convaincus qu'ils ont du coup un vrai besoin et du coup ils veulent travailler avec moi. Là, moi, quand je fais des calls avec les clients, c'est être sûr que leur besoin va correspondre à ce que nous, on est capable de faire par rapport à eux. En fait, ce qui change complètement ton discours, ce qui change complètement ton approche et ce qui est beaucoup plus facile après pour avoir une relation de confiance et faire en sorte que le client signe derrière. Parce qu'en fait, je suis pas là en train d'expliquer à quel point on est trop fort. Le mec, il m'a écrit parce qu'il en est déjà convaincu grâce à mes posts LinkedIn. Et en gros, la plupart des commerciaux essaient de te prouver à quel point leurs outils ils sont bons, ils ont tout compris et tout. Moi, je suis même pas dans cette étape-là, elle est déjà validée. Et j'ai écrit un post LinkedIn dessus, d'ailleurs, que je publierai la semaine prochaine, qui est exactement sur ça. Ça te fait gagner un temps fou là-dessus, en fait, surtout. Moi, je ne fais plus de prospection aujourd'hui, je fais zéro prospection. Les clients viennent à moi parce que
s'ils ont vraiment besoin de mes services, ils savent que je suis bon. Parce que j'en suis juste l'exemple, en fait, de mon propre service. Et c'est cool. Mais en fait, j'ai même pas besoin de parler. Je le prouve sur le terrain. On est bon, en fait. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ce qui est en fait plus rassurant pour un client, quoi. Et aujourd'hui, justement, par rapport aux clients que vous avez, est-ce que tu as une idée de la répartition d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Il y en a beaucoup, c'est du bouche à oreille, de recommandations de clients qu'on a déjà. Il y a des clients qui travaillent que depuis 1 an. C'est quand même pas mal. Pour une boîte qui a 1 an et demi d'existence, même pas. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Du coup, vous êtes bon en fidélité. Ouais, il y en a vraiment. Enfin, c'est même devenu des amis à force, tu vois, donc c'est plutôt sympa. Non, il y a pas mal de bouche à oreille et d'autres, c'est à des événements ou des déjeuners d'affaires ou des machins. Et la plupart, ça vient quand même des réseaux sociaux, dont principalement LinkedIn. Et pourtant, je ne passe pas mon temps à faire des posts LinkedIn en mode le surligneur, on fait ci, on fait ça. Hein. Ça, je le fais, quoi. Je dois le faire 1 fois tous les 4 mois et encore. Juste, en fait, je poste normalement sur mon domaine, sur ce que j'aime poster. Si j'essaie de pas poster tout le temps LinkedIn, si j'essaie de poster que 3 fois par semaine, je veux pas saouler les gens. En plus, j'ai un grand franc-parler. Parfois, je suis un peu provoque. Je veux pas être la meuf trop chiante qui saoule les gens à publier tout le temps. Ouais. Et du coup, tu regardes ce que je fais. Si tu as besoin de ce genre de service, tu peux avoir envie de m'écrire et de vouloir en savoir plus, en fait. Donc, bon. Là, on a parlé de l'impact de la création de communautés finalement sur le business. En tant qu'individu, toi, Sixtine, ça t'apporte quoi d'avoir une communauté aussi importante, d'être suivi par autant de personnes, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn? Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. C'est con, mais j'avais déjà assez confiance en moi. Mais ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi parce qu'en fait, t'arrives plus facilement à te rendre compte aussi de tes erreurs quand t'en fais ou des bêtises que tu dis parce que t'as juste en fait une énorme communauté qui te fait des retours. Et en plus de gens que tu ne connais pas. Donc en fait, ils cherchent pas à te lécher les bottes ou pas et tu les connais même pas, donc ils ont aucun intérêt à te raconter n'importe quoi. Évidemment, je parle pas de mecs qui t'envoient des messages bizarres ou des trucs comme ça, hein, mais du coup, tu grandis plus vite et tu dois en fait constamment bouffer du contenu, apprendre des choses. Donc ça m'a fait mûrir plus vite aussi parce que je devais pas constamment être au niveau pour pouvoir grossir, scaler et continuer à satisfaire les gens qui me suivent avec du contenu intéressant. Mais ça m'a apporté ça m'a apporté beaucoup de gains de temps, un gain de temps mais énorme, que ça soit que ça me rapporte plus de visibilité ou même plus de crédibilité et même à la fin plus de leads commerciaux en fait. En fait, ça m'a apporté que des belles choses. Oui, je me suis déjà pris un bad buzz. En vrai, je m'en suis très bien sortie. Je m'en fiche aujourd'hui. Ça me dérange pas du tout qu'il ait eu lieu. Au contraire, ça m'a limite plus apporté de choses que l'inverse finalement. C'était quoi comme bad buzz? C'était un bad buzz avec Hugo Clément. Ah, Ce climato extrême un peu starbé. Donc, mais en fait, il est déjà tellement détesté que du coup, ça m'a un peu plus servi qu'autre chose parce que les gens savent qu'il est assez malhonnête et qu'il écrit que sur les choses qui l'arrangent lui, mais en fait c'est le premier hypocrite parce que bon, il défend le climat et l'environnement, mais il passe sa vie à prendre des avions. Je suis en mode, en fait, tu fais ce que tu veux, mec, mais du coup, viens pas donner des leçons de morale aux gens, tu vois. Enfin bref. l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais, mais ça c'est classique avec ce genre de type. Donc bon, c'est pour ça qu'en fait j'ai envie de te dire, ça m'a plus servi qu'autre chose parce que du coup les gens le détestent et le prennent tellement déjà pas au sérieux. Donc, voilà. Ok, donc il y a un bad buzz, mais sinon que du positif, que des bonnes choses. Ouais, vraiment. Et puis, évidemment que je vais pas mentir que ça me fait très plaisir quand on me reconnaît dans la rue, quand on me reconnaît à des soirées. Ce serait mentir que de dire que c'est pas le cas. Et ça fait partie du jeu aussi, j'aime beaucoup. Donc oui, j'ai moins de vie privée, je peux pas non plus me bourrer la gueule, faire n'importe quoi en soirée, parce que en fait, dès que je sors, on me reconnaît toujours à chaque fois. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, en plus les gens sont bienveillants, et les gens te collent même pas. Enfin, c'est très sympa. Et puis aussi, c'est tout ça pour ça aussi, donc bon, c'est marrant. Elle ressemble à quoi ta routine? Oh, j'en ai pas. C'est justement ça que j'aime. C'est que j'aime pas de routine. C'est un mélange de calls. Je fais beaucoup de calls avec des clients, c'est la plupart de mon temps. Je gère quelques clients encore, même si j'essaie de déléguer un maximum. Quand tu dis que tu gères des clients, tu fais quoi exactement? Je gère la relation avec eux. Je dis à mon équipe, faut faire ci, faut faire ça. Parfois, moi-même, je corrige des trucs. Enfin, je mets un peu la main à la pâte encore, mais de moins en moins, j'essaie de m'enlever de ça pour m'occuper plus de tout le développement de la boîte, etc. Mais mon temps est réparti entre les clients, mon personal branding. Et quand je fais personal branding, je compte dedans les podcasts, les conférences, mes réseaux sociaux, etc. Et puis parfois un petit peu du média aussi, quelques petits tournages avec le crayon. Et
puis sinon, ouais, prospection ou après des rencontres, tu vois, quelques events quand c'est utile, quelques déjeuners. Mais j'essaie de faire attention de ne pas perdre trop de temps parce que ça peut aussi être une grosse perte de temps et que c'est ton temps à justement faire des podcasts, des événements, de machin. Donc aujourd'hui, j'essaie d'accepter que ceux que j'ai envie de faire, mais à une époque, j'ai accepté beaucoup trop de trucs. C'est une perte de temps parce que tu te focuses pas sur l'essentiel qui est quand même de faire grossir ta boîte. Donc, ouais. Donc, quel honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Pas ça dans ce sens-là. Hein. Cet après-midi, j'ai 3 podcasts, donc tu vois. Ah oui, tu les enchaînes bien. Non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens, à une époque, c'est n'importe quoi. C'était limite, j'en avais 4 par semaine des podcasts. Et c'est. Ouais, c'est fatigant. Moi, c'est vrai que j'ai eu une période où j'avais beaucoup de demandes et j'avais accepté. Et en fait, je me rendais compte que, en plus, pour peu que le podcast il soit en physique, il faut se déplacer. Donc, en fait, même si le podcast c'est 1 heure, faut y aller, le temps d'installation, tu blablates, tu fais un débriefing à la fin. Enfin bref, en fait, ça me prenait toute une après-midi. Et ouais, en fait, clairement, tu peux pas te C'est permettre. exactement ça. Cet après-midi, j'en ai 2 en physique. Heureusement, les 2 sont pas très loin. Putain, là, si on avait eu un à l'autre bout de Paris, ça aurait été plus chiant au niveau timing. Mais oui, c'est vrai que c'est très sympa de le faire. Et en fait, ce qui est très chiant, c'est qu'au moment où on te le propose, t'es en mode, oui, bien sûr, j'aurai du temps et tu peux. Le moment où t'es le jour J, t'es en mode, putain, mais en fait, j'ai tellement de trucs à faire. Oh, pourquoi j'ai dit oui? Et là, sachant que là, je suis dans le rush pour tel et tel truc, des trucs que tu peux pas anticiper avant, tu vois. Mais à chaque fois, je me fais la même répétition. Et parce que toi, tu crées quand même pas mal de contenu entre Instagram et LinkedIn. LinkedIn, c'est plus un format écrit, Instagram, plus un format vidéo. C'est quoi j'avais envie de dire ta routine, mais bon, de ce que tu me dis, tu n'as pas de routine, mais ta manière de fonctionner, comment est-ce que tu crées du contenu? Comment est-ce que tu trouves les idées? Comment est-ce que tu les mets en forme? Comment tu t'organises en fait? LinkedIn, c'est tout con, mais j'écoute de la musique. Et je laisse mon esprit travailler tout seul. Et hier, en 5 minutes, j'ai eu 2 idées de sujets, j'ai écrit 2 posts LinkedIn en même pas 15 minutes. En 15 minutes? Il y a des jours Ok. comme ça, où je rédige hyper vite et j'ai des très bonnes idées. Sinon, parfois, je discute beaucoup avec Valorant, de sujets, on réfléchit, on se boxe mutuellement. C'est une expression qu'on a souvent ici. Et parfois, j'ai des idées de sujets qui émergent, je les note. Donc ouais, c'est pas si compliqué que ça. Et Insta, c'est de discuter. Quand je discute avec des amis, quand je conseille des gens, je me dis, bah tiens, là, ce serait intéressant de parler de ça, et je note juste le sujet. Et après, moi, je suis toujours en freestyle, hein, je n'écris jamais. Je n'écris À l'avance? jamais entièrement le texte. J'ai juste le sujet, je sais où je veux aller, et après, j'essaie de trouver un exemple, et après, voilà, je suis en roue libre, quoi. Je veux pas faire un truc tout préparé, d'ailleurs, ça me ferait perdre trop de temps et ça me rendrait moins naturel. Donc, voilà. Vraiment, je ne passe pas du tout trop de temps dessus, même peut-être pas assez en ce moment, en tout cas sur Insta. Mais il n'y a pas besoin de trop se compliquer la tête. Sinon, en fait, même tu tiens pas, parce que d'un mois, t'es en mode, je perds trop de temps pour même pas des résultats incroyables, enfin, surtout quand tu te lances. Et t'arrêtes, quoi. Mais d'ailleurs, c'est quoi tes objectifs avec ton développement sur Instagram et sur LinkedIn? LinkedIn, je sais que ça m'apporte énormément d'opportunités. Qu'importe les opportunités, ça m'en apporte beaucoup. Ça me sert à rencontrer des gens intéressants, à comprendre des choses sur mon marché, à comprendre des choses de l'écosystème, à avoir des clients, à avoir des partenariats. Donc, LinkedIn, c'est vraiment un pur utilité business et de pouvoir aider un petit peu, faire avancer les causes que j'ai dedans, mais à ma petite échelle. Insta, c'est une vitrine, c'est une sorte de... Ouais, ça matrix tellement les gens quand tu leur dis que tu as plus de 100 000 abonnés sur Insta. Et ça m'étonne pas parce que moi, à l'époque, quand j'avais pas d'abonnés et que j'ai rencontré quelqu'un qui avait 100 000 abonnés, bon, je m'en foutais un peu, mais quand même, t'es en mode putain, bah, c'est stylé, tu vois. Et donc je sais que c'est utile pour le côté crédibilité des gens que tu rencontres. Mais quand je dis les gens, c'est pas forcément des gens dans l'entrepreneuriat, mais c'est plutôt des gens, des artistes, des politiques, des journalistes. Donc ce qui t'aide aussi beaucoup, mais pour un autre domaine, qui est plus une sorte de crédibilité pas de fame, mais une crédibilité de personnalité publique. Ça, dit comme ça, parce que je suis rien du tout, hein, je suis inconnue pour la majorité des gens, mais voilà, c'est que le début, et je sais que si je m'y mets à fond, je pourrais un jour être à 500 000 abonnés sur Insta. Là, c'est pas du tout une priorité. Enfin, il y a même je peux publier depuis 10 jours une vraie vidéo que je fais moi-même. Enfin, donc voilà, mais je sais que si je m'y mettais vraiment à fond, je pourrais un jour avoir beaucoup d'abonnés parce que je sais exactement comment gagner des abonnés sur Insta. Quand t'aimes en plus aider et apporter des petits tips aux gens qui peuvent vraiment les aider en 1 minute de vidéo, bah, moi, c'est que du kiff de le faire en plus, tu vois. Donc, c'est pas très compliqué, quoi. Tout à l'heure, tu nous donnais tes conseils pour avoir un post LinkedIn qui perce. Toi-même, tu l'as dit, chaque réseau a sa manière de fonctionner, ses propres codes.
Sur Instagram, du coup, c'est quoi leur code? Alors, Insta, c'est assez marrant parce que chaque réseau social a beau être très différent, il y a quand même ce truc de, il faut avoir une valeur ajoutée par vidéo. Une valeur, une vidéo, une valeur, un post LinkedIn, une bonne accroche. Ça, mais quoi qu'il arrive, 70% du fait que les gens vont rester sur ta vidéo, c'est l'accroche. Mm. Oui, en fait, t'apportes de la valeur, t'as une bonne accroche, tu publies le soir sur Insta, et la régularité surtout. La régularité, c'est hyper important. Et toujours, après, c'est le même système de tu commences à un point A, tu vas jusqu'à un point B, et tu essaies de donner un exemple, c'est mieux. Après, qu'importe le ton, ça peut marcher. Mais voilà, c'est pas si compliqué que ça. En fait, les réseaux ont quand même leur même habitude de fonctionnement de phrases d'accroche, valeur ajoutée, un exemple, ce soit pas trop long, clair, précis, etc. Mais après, ce qui va juste changer, c'est peut-être les horaires de publication. Est-ce que tu mets un lien ou pas là-dedans? Est-ce que tu mets des hashtags ou pas? Est-ce que tu mets tel ou tel truc? Qui sont des petits détails qui, en fait, ne sont pas pareils entre chaque réseau social, mais qui, en fait, font quand même pas mal la différence. Mais en fait, au bout d'un moment, Insta, t'apprends assez vite comment ça marche. LinkedIn est beaucoup plus compliqué à comprendre qu'Insta, en fait, au début. Et sur Instagram, par exemple, tu as une stratégie d'hashtag. Est-ce que tu as tu as des petits tips, des petits hacks que tu mets en place au-delà de, effectivement, parce que finalement, tes conseils autour de la création de contenu, et moi je suis hyper alignée là-dessus, c'est avant tout de faire du contenu de qualité, tu vois, du contenu que les gens vont avoir envie de regarder. Donc, il faut que le fond, il soit bon. Et après, il y a aussi tout ce qui est forme qui va permettre de plaire à l'algorithme, qui va permettre ouais, voilà, de hacker un petit peu la croissance. J'aime pas trop utiliser le terme hacker parce que c'est pas tellement ça, c'est plus comprendre comment est-ce que fonctionne l'algorithme, comment fonctionnent les gens qui vont être confrontés à ton contenu. Mais ouais, toi, tu utilises des petits tips comme ça sur Instagram? Non. À une époque, je mettais plein de hashtags et tout. D'ailleurs, ça me faisait pas un temps de fou à le faire. Et en fait, j'ai réalisé un jour, en arrêtant de mettre des hashtags, que mes vidéos ne faisaient pas moins de vues, mais même parfois même certaines plus, tu vois. Donc, j'étais en mode, ok, donc les hashtags, ça va rien. Il y a plein de choses que t'apprends, en fait, en testant des différents trucs. Parfois, je postais le matin et en fait, parfois, la vidéo marchait quand même moins bien. Après, t'as quand même un avantage sur Insta, c'est que t'as tes statistiques, ce qui fait que Ouais. tu sais quand est-ce que ta communauté est la plus présente, quel jour et quelle heure par jour. Donc, en fait, ce qui fait que t'arrives à publier intelligemment en fonction de ça, en fait. Qui fait que, évidemment, si je publie à 3 heures du matin, ma vidéo fera quoi qu'il arrive beaucoup moins de vues que si je la publie à 19 heures. Ah bah bon. Non, bah non, Euh, après, t'as des TikTok, pas forcément, par exemple. Tu vois. C'est là où ah ouais? ouais, ah non, TikTok, parfois, il y a je postais à minuit, 1 heure, et ma vidéo, elle pétait sans aucune raison. TikTok, c'est complètement aléatoire. Donc, Tu t'es présente également sur TikTok? ouais, mais je republie les mêmes vidéos qu'Insta, parce que c'est pas la même cible. Mais ça marche moins bien. Parce que mes vidéos sont plus adéquates pour Insta que pour TikTok. Et de toute façon, je n'aime pas cette plateforme. Je ne passe littéralement que 2 minutes sur TikTok par jour, même pas. J'y vais que pour poster. Et encore, Ok. il y a des jours, je poste même pas par flemme, alors que ça me prend 2 minutes de poster, ce qui est complètement débile. Et j'aime pas cette plateforme, c'est pas mon truc. C'est vraiment, c'est pas mon truc. Moi, perdre des heures sur mon téléphone à scroller des vidéos, ça n'a jamais été un truc qui me faisait kiffer. Si j'ai du Mhm. temps à perdre, je préfère regarder un film ou sortir voir des amis, mais pas scroller sur TikTok. Et je pense aussi que l'algorithme le voit bien, que je suis très peu présente en TikTok, donc je pense pas qu'il ait très envie non plus envie de mettre en avant mes vidéos. Je sais Ok, pas tu penses que vraiment, ça a mais un non, mais impact? bien sûr, t'es tellement espionné par toutes les plateformes que je pense qu'il y a un impact. Ok. J'en suis sûre. Depuis tout à l'heure, on parle de communauté. Pour toi, c'est quoi une communauté? C'est un accélérateur de compréhension de la niche que tu traites dessus et, et du et une forme de soutien aussi, que ce soit dans le mauvais sens comme dans le bon sens, de ce que tu fais, hein. Parce que les gens ne sont, ils aiment bien ce que tu fais, ils te le montrent, ils n'aiment pas ce que tu fais, ils te le montrent aussi. Et donc en fait, très vite, tu arrives à apprendre des choses par rapport à ces retours-là. C'est comme si tu avais, mettons, je sais pas, j'ai plus de 100 000 abonnés sur Insta, c'est comme si j'avais 106 000 personnes qui à chaque fois me faisait un retour sur quelque chose que je traite. Donc en fait, ça te fait gagner énormément de temps. Et les gens n'utilisent pas assez leur communauté pour faire des choses, ce qui est dommage. Les gens ont l'impression que ils sont redevables à leur communauté de tout ce qu'ils ont. En fait, faut pas oublier que quand tu es créateur de contenu, tu passes quand même beaucoup de temps à donner du Mm. contenu qualitatif gratuitement. Et moi, j'entends tellement de gens qui disent ouais, je suis trop reconnaissant de mes abonnés, tout. Je suis en mode bien sûr, mais surtout eux, ils sont reconnaissants envers toi parce que n'oublie pas que ça fait des mois que tu travailles beaucoup pour leur offrir du contenu qui est gratuit, qui est du contenu qui leur apporte quelque chose. Sinon, ils ne te suivraient pas. Donc si c'est un jeu de gagnant-gagnant pour tout le monde et donc en fait tu leur apprends des choses, ils te font des retours. Alors, tu le vois très bien en fonction du nombre de likes ou de vues ou des messages.
ou des commentaires, que ouais, c'est un gain de temps et c'est un vrai confort parce que si tu as un message à faire passer, ça fait plus de volume. Si tu veux faire un combat que tu veux mettre en avant, bah pareil, enfin qu'importe, c'est ce Mm. que tu veux. Et pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre l'audience et la communauté? Oui, une communauté, c'est vraiment des gens qui te suivent profondément au quotidien, qu'importe ce que tu mets, qui sont derrière toi, qui te commentent, t'apportent de la force. Une audience, pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui va te suivre, quelqu'un qui pourrait faire partie de ton audience et pourtant ne te suivrait pas au quotidien sur ce que tu fais. L'audience, c'est vraiment des gens qui vont regarder, qui peuvent être interpellés par ce que tu fais parce que ça les concerne, mais qui ne vont pas pour autant non plus te suivre sur le reste, sur d'autres sujets qui ne les intéressent pas forcément. Même pas Ok. une petite nuance. T'en as qui te diront un discours inverse, que voilà. Mais pour moi, il y a une petite nuance. Et c'est quoi la partie que tu préfères, toi, en tant que créatrice de contenu dans tout ton quotidien, en fait, hein, que ce soit en fait dans ton quotidien même d'entrepreneuse? Ce que je préfère, c'est quand je reçois des messages, soit de gens que j'ai vraiment profondément réussi à aider, pas de ah trop bien, ça a été génial ta vidéo, ça me fait très plaisir bien sûr, mais des gens qui me disent putain grâce à ça j'ai compris tel truc, ils m'expliquent ce qu'ils ont compris, grâce à ça je vais oser faire ça. Là ça fait plaisir parce que je me dis ok je fais pas tout ça que pour faire grossir ma communauté, mais aussi parce que ça aide profondément des gens donc ça fait plaisir. Et et puis, ce que je peux faire aussi, c'est quand je réalise que j'arrive parfois à comprendre des choses sur mon marché que je n'avais pas compris avant grâce à un contenu que je produis. C'est assez satisfaisant du coup parce que c'est comme si j'étais ma propre élève et ma propre prof en même temps. Donc, Ouais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent que le fait de donner des formations, de faire des webinaires, de donner des conférences, etc., en fait, tu te remets dans une position un peu d'étudiant parce que tu dois réapprendre ton sujet parce que tu as besoin d'être le meilleur à ce moment-là. Et c'est un point, enfin, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Et j'ai encore une dernière question qui est de savoir un peu quelle est votre vision justement avec le crayon qui se développe à une vitesse folle. bah, là, on est en finalisation d'une levée de fonds. On l'annonce pas encore parce que bah, tant que c'est pas fait, ça s'annonce. Pour faire de la croissance externe, on est en train de se développer, de racheter d'autres médias, de développer d'autres médias, de vraiment se construire en tant que groupe média. Parce qu'au bout d'un moment, on a compris qu'il y a un plafond de verre dans ce sens-là de croissance, mais Ouais. pas dans ce sens-là de croissance. Mm. Au lieu d'essayer de développer le crayon, au bout d'un moment, ça va stopper. On préfère développer le crayon, puis développer d'autres médias, et ainsi de suite. Et on a compris ça parce qu'on est dans un game de communauté, plus que dans un game de business. Mm. Même si c'est étroitement lié, ça fait que tu vois pas les choses de la même manière et que tu comprends différemment le sens du business et de tes priorités. Donc on a compris que c'était hyper utile de construire une communauté pour construire un bon business rentable. Et donc on fait ce pari-là en rachetant des médias qui n'ont pas de business model, parce qu'on sait comment rendre rentable un média. Euh, et donc voilà, c'est vraiment ça pour le crayon, mais avec toujours les deux agences qui chapeauteront tout ça. Et puis nous de continuer à côté nos personal branding, nos conférences, nos médias, nos trucs. Parce que bon, rien ne se fait aujourd'hui sans l'image de marque des fondateurs. Ça, c'est une chose qu'on a bien compris. Donc, Ouais. on va pas s'arrêter là. Et puis, ouais, c'est que le début. Hein. J'ai 21 ans, ça fait un an que je suis sur les réseaux, jusqu'à Insta. Je n'imagine même pas ce que ça va être dans 5 ans ou encore moins dans 10 ans. Quoi. Donc, T'as déjà une idée? c'est impossible. Parce que quand je vois l'évolution en si peu de temps, que ce soit sur les réseaux ou même l'image de marque ou l'impact que ça a, je n'imagine même pas ce que ça va être dans 5 ans. Mais alors dans 10 ans encore. Et Tu surtout, pourras te le payer bien plus tôt, ton voyage dans l'espace. j'espère. J'aimerais vraiment y aller. Ça, c'est vraiment, sauf si ça coûte des prix débilement chers, mais je serais prête à payer très cher si un jour j'ai la chance de pouvoir réussir et gagner beaucoup d'argent, ce que je souhaite, ce que je pense que tout le monde se souhaite. Pouvoir faire ça parce Mm. que ce serait dommage de mourir sans connaître la beauté de notre planète et de ce monde-là. Enfin, c'est quand même un truc qu'on parle tellement, ça m'attriste tellement les gens. Pour moi, c'est un truc. C'est une... c'est une belle vision, ouais, effectivement. Tu vois, moi, je suis très terre à terre, mais c'est vrai que là, prendre du recul, et se dire genre Bah, prendre du il y en recul a leur rêve, littéralement. il y en a leur rêve, c'est de s'acheter un yacht, de s'acheter un jet, d'être en vacances toute l'année. Moi, je préfère bosser toute mon année, mais un jour pouvoir m'offrir la chance d'aller dans l'espace. C'est chacun son rêve, tu vois. Euh,
Ouais, mais parce que tu es très aligné avec ce que tu fais comme boulot et tu es passionné et ce que Oui, tu fais au quotidien bien sûr. t'élève et t'apporte. Enfin, je pense que tu es le genre de nana qui se fait chier si on la met dans un, dans un Club Med, par exemple, tu vois. Ah oui, non, mais moi j'aurais besoin de. Bien sûr, je ne serais pas stimulée si. Ça, c'est sûr. Mais tout le monde, en fait. Même quelqu'un qui n'aime pas son boulot, au bout d'un moment, je dis pas que son boulot lui manquerait, mais le fait de faire quelque chose va lui manquer. L'être humain n'est pas fait pour rester à rien faire, en fait. Au bout d'un moment, tu t'ennuies et je pense que t'es pas heureux. En fait. T'apprécies autant les vacances et les congés ou de passer du temps avec tes amis et tes proches parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire tous les jours. Mm. L'être Et humain est-ce que, est passionné par ce qu'il ne peut pas avoir ou ce qu'il n'a pas assez. Si tu commences à trop lui donner, il va le faire. C'est le cas. bien sûr, et est-ce que tu as des activités qui n'ont absolument rien à voir avec le crayon en parallèle justement du développement de l'activité? Euh, Activité, tu veux dire dans le sens professionnel? Non, pas forcément professionnel, justement. Je sais pas, tu vois, des activités, par exemple, je sais pas, de la poterie, tu vois, ce genre de choses, trucs où vraiment ça n'a aucun lien avec, aucun lien direct, en tout cas, avec ton business. Oui, bah je fais beaucoup de sport, donc ça n'a pas vraiment un lien. Je suis passionnée par le piano. Je joue du piano. J'ai un peu arrêté, mais je joue au piano. Enfin, j'ai joué pendant 10 ans au piano. J'aime beaucoup la danse classique et le tir à l'arc. Ok, ça fait pas mal d'activités. Ouais. J'ai pas forcément le temps de toutes les faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que dès que je peux, je joue au piano. Le sport, c'est un truc que je fais par contre toutes les semaines, c'est sûr. Mais le reste, c'est dès que j'ai du temps, mais c'est des choses que je faisais plus jeune et que j'ai adoré faire et que je reprends dès que je peux, quoi. Ok, trop bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait un tour, un bon tour. On a vu plein de choses. Je sais pas s'il y a tu vois, des éléments que tu voulais ajouter à toute cette discussion. Non, écoute, je crois qu'on a fait bien le tour. Non, non, c'était génial. À chaque fois, moi, j'ai plus l'habitude d'avoir ton rôle que le mien. Enfin, non, maintenant, je commence à avoir plus l'habitude d'avoir le mien que le tien, mais je suis quelqu'un qui préfère écouter les gens parler de soi. Donc, à chaque fois, c'est un exercice. T'as l'impression d'être égocentrique, de parler de toi pendant 1 heure. C'est pas hyper, c'est un peu, c'est un peu pas intimidant, mais c'est pas un truc que je suis encore hyper à l'aise à chaque fois. Inconfortable. Ah oui, parce que t'es en mode, je parle de moi, ça fait chier tout le monde. Enfin, toi, t'es pas encore hyper à l'aise, quoi. Mais je sais qu'à force, ça va arriver, ça va. C'est bon, je préfère avoir ton rôle, quoi, on va dire. Bon, de toute façon, tu nous as apporté plein de valeurs, c'est très cool. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Et allez, j'ai quand même une dernière petite question. Toi qui as l'habitude justement d'être à ma place, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast pour parler justement de communauté, de médias, t'inviterais qui? J'inviterais Jules Simian de Extra Student, qui est un de mes meilleurs amis, qui a 20 ans. Il a fondé une boîte qui s'appelle Extra Student, qui est une plateforme d'entraide sociale, principalement pour les collégiens et les lycéens. Et c'est génial ce qu'il fait. Donc oui, je te recommanderais fortement. Après, j'ai tellement de profils que je pourrais te recommander, mais lui, c'est un petit cœur en plus, il adore. Donc, Ouais, je l'avais vu, on avait fait la Founders Night ensemble. ouais, Bah écoute, je l'inviterai sur le podcast. ouais, Sixine, merci beaucoup pour ton temps et merci. bah, je te dis à très vite. Ouais, effectivement.